Bonjour à tous. On est extrêmement heureux de vous retrouver. Vous êtes extrêmement nombreux. Vous étiez plus de 350 inscrits. Donc, on voit que les connexions montent. Le temps de la petite présentation, ça permettra à tout le monde de nous rejoindre. Bienvenue à notre première vidéoconférence. Je suis Muriel Faure, je suis la directrice de l'agence Tirawa. Et donc, on inaugure ensemble aujourd'hui ce nouveau rendez-vous. Notre souhait, c'était de pouvoir échanger, préparer les prochains voyages, parce qu'il y aura bien des prochains voyages, vous aider dans vos choix. Et puis, on souhaitait aussi partager nos coups de cœur, les destinations qui nous font vibrer, bref, les nouveautés. Donc, c'était l'occasion de créer ce nouveau rendez-vous. Et j'ai l'immense plaisir d'animer ce rendez-vous, cette vidéoconférence. Cette séance durera 45 minutes, avec d'abord un temps de présentation de 20 à 30 minutes sur le Bhoutan, avec de nombreuses photos, quelques vidéos, et puis nous consacrerons une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Pour interagir avec nous, je vous invite à poser vos questions de façon écrite sur le petit onglet que vous voyez en haut à droite, où il est marqué questions. C'est un travail d'équipe à Tirawa. Ce soir, nous sommes 4. Les 2 premiers que vous ne verrez pas, qui sont en régie, Mylène Hainaut, qui est notre responsable communication et marketing, avec Gauthier Renaud, qui est responsable des voyages au Bhoutan. Ils sont en régie. Ils auront la lourde tâche ce soir de répondre en direct à certaines questions écrites pour lesquelles il est facile d'interagir. Et puis, ils rassembleront les questions sur lesquelles nous reviendrons à la fin, à la suite de la présentation. Ce soir, nous avons un invité de marque, Kouzouzan Paula, Robert. Zambo. Voilà, Robert Dompnier. Vous le connaissez certainement, il est l'un des grands spécialistes du Bhoutan. Il est allé très nombreuses fois, mais c'est depuis de longue date passionné par les civilisations tibétaines, par toutes les traditions du toit du monde. Il a fait plus d'une centaine de voyages en Himalaya, dans les coins les plus reculés du Tibet, au Kham, en Amdo, mais au Ladakh, au Mustang. Bref, l'ensemble du Népal, du Bhoutan et d'un certain nombre de ces contrées, du Sikkim même, n'ont plus vraiment de secret pour lui. On est évidemment très heureux que l'un des 3 cofondateurs de Tirawa soit avec nous ce soir. Il a publié certains ouvrages, dont un de référence, je pense que la plupart d'entre vous, derrière l'écran, vous l'avez, voilà, aux éditions Olizan. Et si vous ne l'avez pas, on peut vous le transmettre. Il collabore aussi il a collaboré à de nombreux documentaires. Et puis, il est en train d'achever aussi un ouvrage sur les Brokpa, qui est une communauté nomade de l'Est du Bhoutan. Et puis, last but not least, mais Robert, tu connais personnellement le roi, la reine. Tu as eu l'occasion de faire la photo officielle avec le jeune prince également. Écoute, merci d'être avec nous ce soir. Je ne serai pas beaucoup plus longue, simplement peut-être pour vous dire que nous ferons une présentation un peu par facilité, par confort, une présentation du Bhoutan d'est en ouest pour que ce soit un petit peu plus simple dans la compréhension. On abordera les grands sites, les festivals, le bonheur national brut, et puis aussi toutes les questions que vous souhaiterez poser, on est à votre disposition. Robert, alors je vois que tout le monde nous salue, on est vraiment encore très heureux. Merci à tous. Robert, je te laisse la parole. La carte, la première chose, où se trouve le Bhoutan sur la carte du monde? La carte va s'afficher. La parole est à toi, Robert. Bonsoir Muriel, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Ravi de vous retrouver pour tous ceux que j'ai eu le plaisir d'accompagner au Bhoutan ou pour ceux qui viendront peut-être dans les mois ou les années qui viennent faire un voyage avec moi. Donc le Bhoutan, effectivement, comme vous le voyez sur cette carte, c'est un petit pays. Quand je dis petit pays, c'est grand comme la Suisse. Et donc, tout à l'est de la barrière himalayenne, donc voilà, un pays coincé entre la Chine et l'Inde. Donc, un pays qui a les dimensions de la Suisse, un petit peu plus petit que la Suisse, avec donc 2 géants. Au nord, la Chine, géant par la population et puis par la surface, et puis également en Inde, géant par la surface, et avec aussi plus d'1 milliard d'habitants. Donc, le Bhoutan, c'est un petit confectu perdu là au milieu, mais avec vraiment, c'est un pays qui est unique dans le monde aujourd'hui, un très, très beau pays. Voilà, on a là une carte du Bhoutan, ce qui permet de voir un peu le profil du pays. C'est un peu comme le Népal, c'est-à-dire qu'au sud, c'est la jungle,
C'est la jungle, frontière indienne, avec des animaux comme des éléphants, des rhinocéros, des tigres. Et puis, étage par étage, escalier par escalier, on monte vers des sommets, vous voyez, qui sont à plus de 7000 mètres et qui forment donc la barrière avec les plateaux tibétains. Alors, pour entrer dans l'ambiance tibétaine, on vous propose pour moins d'une minute une petite vidéo qui va nous mettre vraiment dans l'ambiance du Bhoutan. Je vous invite peut-être éventuellement à monter un peu le son s'il y a besoin au cours des vidéos. Voilà, à tout de suite. Nous sommes donc arrivés au Bhoutan. Nous avons atterri à l'aéroport de Paro, le seul aéroport international que nous avons au Bhoutan. Nous avons quelques images déjà de la vallée de Paro. Robert, tu peux nous dire ce que nous avons là sur l'écran, ce grand dzong à Paro? Voilà, alors effectivement, le Bhoutan a un seul aéroport international, c'est Paro, comme tu viens de le dire. Et finalement, Paro, c'est une haute vallée, à peu près à 2300 mètres d'altitude, entourée de montagnes enneigées. Et effectivement, l'une des premières choses qu'on voit en arrivant dans la vallée de Paro, un petit village, est effectivement cette grande forteresse qui est un dzong, qui était à l'origine des forteresses militaires et qui sont donc les relais du pouvoir central dans l'administration du pays. Donc le Bhoutan est divisé en une vingtaine de provinces et dans chaque province ou département, vous avez comme ça un dzong qui est à la fois la préfecture et l'évêché. Donc vous avez l'équivalent du préfet qui représente le gouvernement central dans l'administration du pays et vous avez un religieux qu'on appelle un lamneten qui est en charge également de tous les monastères et temples de la province. Alors on peut passer sur les quelques photos que nous avons sur la vallée de Paro. Voilà, là on voit encore un peu mieux le dzong d'en haut avec sa cour centrale. Voilà, on voit effectivement bien ces structures militaires avec des hauts murs. C'était donc des bâtiments tout à fait qui étaient difficiles à prendre, difficiles à attaquer. Et peut-être qu'on a encore cette photo, donc on voit bien cette longue vallée de Paro. Alors là, il y a un peu des nuages, etc. Mais par temps clair, on verra donc des montagnes enneigées tout autour. Et nous avons parmi les grands sites, voilà, c'est le grand site de Taksang, le nid du tigre, Robert, auquel on accède assez facilement pour tout le monde sur des sentiers tout à fait agréables. Oui, absolument. Donc, Taksang, on pourrait dire, c'est le hotspot, c'est un des hauts lieux à la fois de la vallée de Paro et du Bhoutan. C'est un monastère très intéressant, vous voyez, qui est vraiment, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais quand même, on voit qu'il est accroché à une falaise. Ce monastère est très important pour les Bhoutanais parce qu'il aurait été fondé au 8e siècle. Voilà, on voit bien là, au milieu de la falaise. C'est-à-dire qu'au 8e siècle, Guru Rinpoché, qui a apporté le bouddhisme au Bhoutan, serait venu méditer là, à cette époque. Et puis ensuite, le bâtiment qu'on voit a été construit au XVIIe siècle. Alors bon, il a malheureusement brûlé au cours des siècles, mais on l'a toujours reconstruit à l'identique. Et alors, c'est très impressionnant parce qu'il est accroché à une falaise qui domine de 700 mètres la vallée de Paro. Et comme Muriel, effectivement, tu nous l'as dit, le petit sentier, on l'a vu sur une ou deux photos. Voilà, ici, par exemple, le sentier d'accès est tout à fait facile. C'est très impressionnant de loin, mais on peut y aller à pied, tout à fait. Tout bon marcheur peut aller là sans aucun souci. Et le sentier ne comporte aucun danger, aucun risque. Et c'est une balade extrêmement agréable dans la forêt, au milieu des pins et au milieu des rhododendrons. On poursuit, Robert, Oui, on prend la route. Pour une petite heure, on va à Thimphu, qui est la capitale du Bhoutan. Donc là, on arrive sur une ville un peu plus grande, un peu plus de 100 000 habitants aujourd'hui. Tu nous dis quelque chose? Thimphu, la capitale. Donc effectivement, pour ceux qui me connaissent bien, vous vous souvenez, quand je vous parle du Bhoutan que j'ai connu il y a plus de 30 ans, Thimphu était une petite ville où il y avait une vingtaine, je ne sais pas, 20 000 habitants environ. Et puis aujourd'hui, cette ville s'est développée, bien entendu, mais enfin, ça reste une petite capitale avec 100 000 habitants. Alors 100 000 pour les Bhoutanais, c'est beaucoup.
Mais évidemment, à l'échelle du monde, ça fait une petite capitale. Et alors, quand on arrive dans la ville, on découvre d'abord, effectivement, comme on le voit sur cette image-là, d'abord plutôt tous ces quartiers neufs, alors que la vieille ville, les vieilles ruelles marchandes et le Dzong, là encore, est au bout de la vallée, un peu dans la brume, là. Alors, quand on est, voilà le Tashijozong, si je le Oui, prononce bien, Robert, tu me oui, corrigeras, c'est bien, voilà, qui est le Dzong Tachychodzong, royal voilà. avec le siège du gouvernement. Oui, alors effectivement, là, c'est donc comme dans toutes les provinces, comme j'ai expliqué, vous avez cette grande forteresse. Et là, à Thimphu, qui est donc la capitale du Bhoutan, c'est donc à la fois le siège du gouvernement et le siège du cabinet royal. Donc, vous voyez, dans la tour, dans la grosse tour carrée qui est à droite du bâtiment, ça, c'est le cabinet royal. Donc, c'est là où vous avez le bureau du roi, la salle du trône et toute l'administration, le secrétariat royal, etc. Et puis, dans le reste du bâtiment, vous avez des ministères. On voit là une photo de l'intérieur avec des temples magnifiques, comme on le voit. Et donc, dans le reste des bâtiments, vous avez des ministères, ministère de l'Intérieur, ministère des Finances, etc. Et avec aussi une partie qui est réservée aux moines, comme on le voit sur cette photo. Et ce qu'il faut dire, c'est que tous ces dzongs, on y pénètre, hein, on rentre, on va dans l'ensemble des bâtiments, enfin, ils sont ouverts, on peut les visiter. Et puis, en général, avec toi, on va aussi dans des endroits un petit peu plus confidentiels, mais on y Oui, accède, hein. oui, alors on essaie. Tous les dzongs sont ouverts à la visite. Donc, effectivement, selon les itinéraires programmés avec Tirawa, on essaye d'en voir un maximum parce que tous ont un peu leur spécificité. Au point de vue géographique, certains sont au confluent de rivières, accrochés sur un rocher, au sommet d'une colline, etc. Mais tous sont très, très beaux et on peut en visiter effectivement beaucoup. Et quand, dans la mesure du possible, j'essaye effectivement d'emmener mes groupes parfois sur des coins un peu plus secrets, un peu plus cachés, réservés, où là, on ne rencontrera pas de touristes. Alors, si on prend un petit peu de hauteur à Thimphu, il y Oui, a un grand Bouddha, très haut lui-même aussi, à peu près 51 mètres, qui se oui, trouve sur les hauteurs de Thimphu. oui, 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 tout à fait. C'est une immense statue, comme tu l'as dit, Muriel, 51 mètres, et qui domine toute la vallée de Thimphu. C'est une statue assez récente, hein, et qui d'ailleurs a été offerte par des bouddhistes, non pas bhoutanais, mais plutôt des bouddhistes chinois qui habitaient à Taïwan, à Singapour, en Thaïlande, etc. C'est eux qui ont offert au Bhoutan cette immense statue qui domine toute la vallée. Et c'est assez beau. Donc, sous le Bouddha, vous avez, vous voyez, cette grande structure en béton. À l'intérieur, vous avez un temple avec des peintures magnifiques. Et on y va souvent tôt le matin, vers 8h, 8h30. Et alors, ça offre une vue tout à fait spectaculaire sur toute la vallée de Thimphu. Donc, de grand matin, c'est vraiment une très jolie balade. On ne va pas détailler tout ce qu'on voit à Oui. Thimphu, mais il y a notamment le musée national du textile qui est assez extraordinaire. On a quelques photos, ça fait partie d'un art absolument somptueux que l'on trouve au Bhoutan. Et le musée national nous permet aussi de voir des provenances de tissus de l'ensemble des régions du Bhoutan. Oui, oui, c'est un musée tout à fait fantastique et qu'on n'oublie jamais de visiter parce que, comme tu le dis, on peut voir des textiles de toutes les régions du Bhoutan. Le Bhoutan, comme certains le savent, vous l'imaginez, c'est un pays qui est tout en vallée et en montagne. Donc, pour passer d'une vallée à l'autre, on franchit des hauts cols, on redescend dans la vallée. Donc, au fil des siècles, des coutumes, des traditions se sont développées dans chaque vallée. Et finalement, au niveau des textiles, on retrouve ces différences. Et alors, le Bhoutan, c'est d'une richesse, comme on le voit sur les photos, inimaginable en textile. Là, c'est des photos au musée des tissus de Thimphu. Mais selon les régions où vous allez, vous verrez des textiles très différents qui peuvent être à la fois de laine, tout à fait, tout en laine, laine sur laine, qui servaient dans les régions très froides où habitaient des éleveurs d'yak. Et puis, par exemple, regardez cette photo magnifique. C'est un tissu qui est réalisé en soie, soie sur soie. Donc, c'est-à-dire, c'est un brochet. On fait un tissage avec avec des fils de soie et par-dessus, au fur et à mesure, on passe un brochet avec d'autres fils de soie pour faire tous les motifs extrêmement compliqués que vous voyez là. Et alors, vous imaginez que les femmes mettent 1 an ou 1 an et demi pour faire un tissu complet. Donc, c'est des vraies pièces de musée, c'est magnifique. Et là, par exemple, on voit un autre tissu chez certaines minorités. Là, c'est une veste qui appartient à une femme Brokpa. Ce sont donc les minorités d'éleveurs d'yak qui vivent tout au nord-est du Bhoutan et elles ont aussi leur propre textile en coton et en laine. Euh, pendant pendant que nous sommes à Thimphu, forcément, j'ai envie un petit peu que l'on parle du bonheur national brut. Ça me paraît assez important. Vu d'Occident, il y a aussi beaucoup de choses qui circulent.
Ce bonheur national brut, je crois que c'est important de rappeler que d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas juste un slogan marketing. C'est né en 1972, c'est une époque où l'écologie était déjà naissante, avec, on savait qu'on vivait dans un monde fini, et ce quatrième roi qui voyait bien son pays qui était encore moyenâgeux, hein, il y a 40 ou 50 ans, Oui. a décidé d'identifier des piliers pour un développement plus durable, plus social, plus équilibré, avec un pilier lié à la gouvernance, un pilier lié à la protection de la nature, un pilier qui est lié au développement durable et puis à la promotion des traditions bhoutanaises. Ce BNB, on est bien au-delà du slogan marketing, Robert. Oui, oui, bah écoute, tu l'as parfaitement résumé, tu as tout dit. C'est effectivement pas un slogan, c'est tout à fait un processus de développement pour le Bhoutan. Pour faire simple, on pourrait dire que dans la plupart du monde occidental, la plupart des pays du monde occidental, finalement, le bonheur individuel, le bonheur des habitants, c'est tout au plus, je dirais, un résultat collatéral du processus de développement avec des priorités économiques et des résultats financiers, etc. Au Bhoutan, l'individu, les habitants sont placés au cœur même du processus de développement, et c'est-à-dire qu'aucune décision n'est prise si elle n'apporte pas quelque chose de plus, une espèce de bienfait à tous ces habitants et à la population dans son ensemble. Donc toutes les solutions et les décisions politiques, les décisions de développement sont prises en fonction de cet objectif, le bonheur des habitants. Donc ce n'est pas du tout un slogan, c'est vraiment quelque chose qui est adapté au quotidien, aussi bien pour les gens des villes que pour, comme on le voit sur cette photo, les gens des campagnes, des montagnes. On leur voit encore un groupe de Brokpa, comme je l'ai dit, ce sont des éleveurs de yaks. Eh bien, le bonheur national brut aussi a une influence et induit des changements dans leur village. Voilà, donc tous ces Bhoutanais, pour ce, voilà une petite classe là d'élèves qui tous les matins, vous voyez, font la prière, chantent l'hymne national et font une prière pour, voilà, à la divinité de la connaissance, Champeyang, pour justement bénir leur journée. Voilà quelques moines. Donc, si vous voulez, et ce bonheur national brut, finalement, on le voit sur le visage des habitants. Bien sûr, il ne faut pas se cacher la face. Bon, il y a des gens qui aiment aussi jouer comme ça aux cartes dans les bistrots. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a aussi, bien sûr, un peu de pauvreté et des gens qui vivent, voilà, comment dire, sous un seuil de pauvreté, etc., qui rend leur quotidien plus difficile. Mais quand même, dans le grand ensemble de la population, les gens vivent bien. Et si vous interrogez des Bhoutanais au marché, par exemple, eh bien, vous verrez que tous vous répondront avec un grand sourire et tous vous diront qu'ils sont heureux. C'est pas qu'un slogan. Voilà, oui, ces belles femmes, eh bien, elles vous le diront, c'est sûr. C'est vraiment quelque chose de réel, de quotidien qu'on peut toucher du doigt. Je me souviens de cette photo, je crois, à l'UNCE. Oui, absolument, c'est une photo de c'est une bonne mémoire. Du festival, voilà. Et voilà. Eh bien, écoute, on va reprendre la route. Je vois qu'il y a beaucoup de questions ou de remarques. On a des voyageurs, ou en tout cas des personnes derrière leur caméra là, qui sont très au fait justement de questions. On ne pourra pas rentrer dans le détail de tout, mais je suis très heureuse aussi que vous échangiez entre vous. C'est vraiment très sympa en fait, hein, très, très amical. On reprend un petit peu la route. On va se rendre à Punakha, qui est l'ancienne capitale, mais sur la route, comme très souvent, hein, on s'arrête. Je ne rentrerai pas dans les détails de tout, mais on passe aussi des cols, hein, puisque c'est une succession de vallées. On a l'Himalaya qui descend et la route qui traverse et qui nous fait monter et redescendre, et on passe des cols, notamment le col de Dochula, où là, on a 108 shorten. Hein. Les shorten sont tu me dis, Robert, mais ce sont des petits monuments un peu mémoriels comme ça, comme les stupas. Enfin, il y a différents termes. C'est Oui, shorten. tout à fait. Alors, Choten, voilà, on peut s'arrêter sur cette image une seconde. Alors, Choten, c'est un mot tibétain, Stupa, c'est un mot sanskrit, mais ça veut dire exactement la même chose. C'est un monument religieux qui peut varier effectivement au niveau architecture selon les régions de l'Himalaya, Ladakh, Zanskar, Mustang, Tibet, Népal, Bhoutan. L'architecture générale, mais le symbolisme est toujours le même. C'est un monument religieux, un peu comme les calvaires qu'on trouvait chez nous à la croisée des chemins au XIXe siècle et qu'on trouve encore parfois sur des chemins de randonnée ou dans des villages, etc. On trouve encore des calvaires avec une croix. Eh bien, finalement, le Chorten, c'est la même chose. C'est un monument religieux qui rappelle les enseignements du Bouddha. Alors, je ne peux pas rentrer beaucoup dans les détails, c'est un peu complexe, mais de manière générale, ça représente d'abord les 4, ou plutôt les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, le tout surmonté d'un soleil et d'une lune. Ça représente aussi
ce qu'on appelle les 5 corps du Bouddha, les 5 dhyani Bouddha, mais ça c'est un peu complexe. Et puis l'idée un peu générale, c'est finalement, c'est tout l'enseignement du bouddhisme, ça représente un peu l'élan de l'esprit dominant la mort. Voilà ce que représente un shorten. Et donc, comme tu l'as exprimé, on en rencontre beaucoup, notamment au col du Dotchula, hein, qu'on traverse pour descendre dans la vallée de Punaka. Voilà, là on voit les shorten du Dotchula. Et l'Himalaya dans le fond avec les… Oui, alors effectivement, en général, on essaye de passer tôt le matin au Dotchula, qui n'est pas très loin de Thimphu, hein, on est à peu près à 1 heure de Thimphu. On essaye de passer tôt le matin parce que par temps clair, par très beau temps, donc au printemps ou dans les mois d'automne, octobre, novembre, qui sont souvent des très bons mois, alors là, on peut voir jusqu'à 6 ou 7 sommets de plus de 7000 mètres, hein, depuis le Masakang, et tout à gauche, jusqu'au Kankarpunsum, 7541 mètres. Eh bien, on peut admirer effectivement tous ces sommets. Donc, on va arriver dans la vallée de Punaka. Les photos vont un tout petit peu avancer. Voilà, on arrive dans la vallée. Bon, là, c'est une photo prise à l'occasion d'une balade qui nous amène aussi sur un autre shorten, où parfois on prend le thé aussi avec les moines qui occupent soit des monastères, ou en tout cas ou qui entretiennent parfois les monastères eux-mêmes. Dans cette vallée de Punaka, on a un dzong, on va voir peut-être sur la photo suivante, voilà, qui est le dzong royal de Punaka, ancienne capitale du Bhoutan. Oui, Punaka était une ancienne capitale, et donc c'est très beau parce que, comme je vous le disais, les dzongs sont souvent construits sur des positions stratégiques. Alors, si ce n'est pas au sommet d'une colline ou au sommet d'un rocher, alors comme ça, vous voyez, au confluent de 2 rivières, ce qui permettait une excellente protection. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, eh bien, les Tibétains ont tenté 3 invasions du Bhoutan au XVIIe siècle, et notamment, ils ont campé au pied du dzong de Punaka, qu'on voit ici à l'image, et n'ont jamais pu traverser la rivière et ont toujours été refoulés par les Bhoutanais. Donc voilà ce dzong de Punaka qui est construit à la confluence des rivières Pochu et Mochu. Voilà, avec à l'entrée, vous voyez, un magnifique pont. Alors celui-là est neuf parce que le pont ancien, qui était exactement comme celui-là, a été malheureusement emporté par une crue dans les années 60. Mais donc le gouvernement bhoutanais l'a reconstruit exactement à l'identique. Et vous voyez, ce sont des merveilles d'architecture. Rien que sur les ponts, je le dis pour les architectes, rien que sur les dzongs et les ponts, on pourrait faire un voyage thématique tout à fait extraordinaire. Alors, on va reprendre la route. Voilà, on le voit très très bien, ce dzong. Voilà le dzong de Punaka, oui. Gigantesque, absolument superbe, auquel on accède effectivement en traversant la rivière. Si on va reprendre la route, mais on va faire une petite incursion dans une vallée que moi je trouve plutôt un plateau qui s'appelle Pobjika, qui est une vallée un peu particulière. Vous voyez, quand on arrive, c'est très bucolique. Il y a une particularité, bien sûr, il y a un monastère, il y a pas mal de choses encore à visiter, ce petit village avec le monastère qui est en haut, qui est un dzong ou pas, Robert, ici? Non, alors ça, c'est pas un dzong, puisque le dzong sert à l'administration du pays, hein, c'était une forteresse. Ça, c'est un monastère, effectivement un temple, qui s'appelle Gante, Gante Gumpa. C'est donc un temple et un monastère, avec donc des moines qui vivent là. Alors, dans cette vallée de Pobjika, on y va notamment parce qu'il y a un oiseau un peu étonnant, qui sont les grues à col noir qui migrent en hiver depuis le Tibet pour trouver un petit peu de chaleur. Et elles sont là par centaines dans cette Ah vallée oui, de oui. Pobjika. Absolument. Vers la fin du mois d'octobre, début novembre, vous avez des centaines de grues qui viennent s'installer dans cette vallée de Pobjika, qui est située environ à 3000 mètres, mais qui est effectivement beaucoup moins froide, comme tu l'as exprimé, que les hauts plateaux tibétains à 4000 ou 4005. Voilà une grue magnifique, vous voyez. Donc c'est comme un grand oiseau, hein, qui sur ses pattes mesure plus d'1 mètre, il fait à peu près 1,10 m, 1,20 m de hauteur. Et alors, c'est très très beau, parce que donc elle niche là. Donc au matin, c'est une espèce de grand piaillement, vous entendez toutes ces grues crier, etc. Et puis peu à peu, elles s'envolent, elles vont faire un petit tour dans la journée, elles vont picorer à droite, à gauche, etc. Et le soir, elles reviennent. Donc elles volent en cercle, comme ça, elles font des grands cercles, elles viennent se poser dans cette vallée, qui est bien sûr une vallée totalement protégée, hein, où il n'y a aucun risque comment dire, de braconnage, de risque de tuer ou de blesser une grue, à tel point que le gouvernement bhoutanais a interdit les câbles électriques. Et imaginez-vous, dans la vallée de Pobjika, toutes les lignes électriques sont enterrées afin qu'il n'y ait aucun risque pour les grues. Très belle anecdote à laquelle je pensais justement, qui m'avait beaucoup impressionné au Bhoutan. On repart, on va passer assez vite sur la… Alors, je crois qu'on a encore juste une photo qui était dans la vallée de Pobjika, qui est voilà, ça vous donne une idée un petit peu du type d'hébergement où nous allons, qui sont toujours plutôt des petits hébergements et traditionnels. On va
poursuivre. On va passer assez vite sur la partie centrale parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. La vallée de Boomtang avec le village de Jakar. On a quelques photos voilà, auxquelles on va passer, mais cela vous présente aussi l'intérieur encore d'un dzong, là, celui de Jakar, avec aussi souvent la présence des drapeaux de prière. Là, c'est aussi un autre lieu auquel on va lors d'une Voilà, un temple très ancien qui est Kurje Lakang, et puis là encore un autre temple. Effectivement, comme tu l'as dit, comme tu l'as évoqué, la vallée de Boomtang est très riche. Donc, il y avait le dzong au départ qu'on a vu, et puis effectivement, tous ces temples, voilà, à l'intérieur du dzong, par exemple de Jakar, et puis ensuite, on a vu le temple de Kurje, qui est un très vieux temple qui date du 8e siècle, et puis les petits moines qu'on a, voilà, le temple de Kurje, qui est très intéressant, et puis ces petits moines sont dans un autre temple qui s'appelle Tamshing, et qui a été fondé en 1501 par un grand saint bhoutanais qui s'appelait Pema Lingpa. Voilà, donc la vallée de Boomtang, très riche et très intéressante à visiter. Ce que je te propose, parce que j'imagine que c'est aussi une attente forte de nos voyageurs, c'est d'évoquer les festivals. Qu'est-ce qu'un festival? Alors, on aura on a quelques images, quelques vidéos. Rappelez-vous peut-être de monter un peu le son pour la vidéo éventuellement. Ces festivals, c'est quand même quelque chose d'extrêmement particulier et on y est associé quand on est visiteur. On est au plus près de cette population, on sent la ferveur, on la partage, on est complètement intégré. Alors, d'autant plus que toi, comme Gauthier, qui s'occupe du Bhoutan, vous arrivez toujours à nous trouver des festivals très confidentiels où, en général, il n'y a pas d'autres groupes de touristes. Tu peux nous dire quelques mots sur là, notamment, par exemple, les Bien chapeaux sûr, noirs? alors comme tu l'as dit, on essaye toujours de trouver des festivals où il y aura très peu de touristes, et donc ils seront comme ça un peu des chasses préservées de Tirawa. Ce que je voudrais dire d'abord, ce qui est très important sur les festivals, attention, un festival religieux, ce n'est pas un spectacle pour touristes et même pas pour un spectacle pour des Bhoutanais, c'est vraiment une cérémonie religieuse. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que, eh bien, à travers ces danses sacrées, ces danses masquées, les moines effectuent un véritable rituel. Alors, c'est à la fois des rituels qui vont servir à chasser les démons, rituels d'exorcisme, à chasser les démons, purifier le sol de tous les mauvais esprits. C'est aussi quelque chose de didactique qui raconte la vie des grands saints. Donc, c'est un peu des sortes de leçons de catéchisme. Alors, c'est intéressant parce que si on compare à l'Europe du Moyen-Âge, c'est ce qu'on trouvait un peu sur le parvis des cathédrales au Moyen-Âge, hein, où on racontait la vie des grands saints à des gens qui ne savaient pas lire et pas écrire. Eh bien, un festival religieux au Bhoutan, c'est tout ça. Donc, par exemple, ici, la danse des chapeaux noirs qu'on voit dans le dzong de Lunsi, eh bien, c'est exactement une danse de subjugation qui va servir à purifier le sol et qui, en général, donc, débute le festival. On commence par nettoyer, purifier toute chose, et ensuite, le festival peut se poursuivre. On va vous passer une vidéo de la danse des chapeaux noirs. Elle dure une vingtaine de secondes, c'est assez court. Puis on va se retrouver tout de suite après. D'accord. Ce qu'il faut peut-être dire là, Robert, c'est que au moment de ces festivals, alors il y en a en général toute l'année en réalité. Ça se passe dans les zones, ça peut se passer dans des villages, mais en général la population migre, elle vient, les familles s'installent parfois pour plusieurs jours et le jour même du festival, enfin qui peut durer plusieurs jours, la journée les gens s'installent avec la glacière, avec les enfants, on assiste toute la journée. C'est-à-dire c'est une fête, ce sont des histoires de vie qu'on partage, les gens se retrouvent, ils ne se voient pas toute l'année. C'est ça aussi, hein, ces festivals. Tout à fait, tout à fait. Il faut bien imaginer qu'autrefois, au Bhoutan, il n'y avait pas de route. Donc, les gens allaient à pied. C'était des montagnards, des éleveurs d'yak, comme je l'ai dit, des bergers. C'était aussi des agriculteurs, mais de montagne, une vie difficile. Donc, ils travaillaient toute l'année. Et finalement, le festival, qui dure entre 2, 3, 4, 5 jours, eh bien, était l'occasion unique pour se retrouver une fois par année. Et donc, ça permettait d'assister à un événement religieux, de recevoir les bénédictions, bien entendu, mais c'était aussi une occasion de rencontre, une occasion conviviale, où, par exemple, on pouvait acheter des chevaux, vendre des yaks, ou arranger un mariage entre sa propre fille et puis le garçon d'une autre famille qu'on avait repéré l'année d'avant. Donc, c'était toutes ces rencontres conviviales qu'on retrouvait à l'occasion de ces festivals. On a un autre festival à vous présenter qui est
alors plus confidentiel, qui est vraiment dans l'est du Bhoutan, à Dramitse, Oui. qui est un festival qui se tient de nuit, alors qui est très très particulier. On a quelques photos, je te laisse en dire un mot, Robert. Ensuite, on passera une vidéo pour Oui. peut-être que vous sentiez vraiment beaucoup plus encore cette ambiance. Alors, comme je vous l'ai expliqué, les festivals au Bhoutan, ce sont vraiment des rituels religieux, hein, des choses où on raconte la vie des saints, où on bénit la foule, où on éloigne les démons, etc. Et notamment, dans certains festivals, comme ici à Dramitse, vous avez ce grand feu qui est présenté, vous voyez. C'est donc là un mewang, hein, ou jinse exactement. Et donc, ce grand feu est un feu purificateur. Donc, si vous voulez, on va jeter dans le feu toutes les mauvaises choses, toutes les qui sont en nous, à l'extérieur, d'une part, les ennemis du village, comme les ennemis au sens très large, la maladie, les épidémies, le mauvais temps, tout ce que vous pouvez imaginer, les ennemis intérieurs aussi, que sont notre ego et comment dire, tous nos défauts, tous nos attachements, hein, tous nos désirs inassouvis. Tout ça, on le réunit, on le jette dans ce grand feu purificateur qu'on appelle Mewang. Là, on voit hein, donc ceux qui sont assis, il y a le clergé, et puis il y a les autres danseurs hein, Voilà. que l'on voit ici, où tout le monde assiste en même temps à ce festival. On a là aussi une petite vidéo d'une trentaine de secondes sur Dramitse avec le feu. Oui. On va vous présenter pour Très bien. vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Vous allez voir, attention, regardez bien. Voilà. Donc, dans ce feu purificateur, eh bien, finalement, les gens jettent, ce sont des sortes de boulettes faites de sciure qu'on a trempées dans un mélange d'une sorte de colle et de pétrole, etc. Donc, ça fait une sorte de boulette compacte et vous imaginez quand vous l'achetez au milieu du feu, ça s'enflamme et ça fait des flammes qui montent à 20 mètres. Donc, les gens aiment beaucoup. Il y a un côté très festif en même temps, mais c'est un feu au départ, un feu purificateur, voilà, dans lequel les Bhoutanais jettent ces boulettes comme ça de sciure qui s'enflamment. On arrive au terme, on tient nos 30 minutes hein, pour voilà, c'est pas facile, on a envie de vous dire plein de choses, on a envie de partager beaucoup de choses avec vous tous aujourd'hui. Peut-être je vais rebondir sur parmi les questions, il y avait la question des masques, on les a peut-être pas vus. Peut-être Mylène en régie, si tu peux nous remettre les photos du début, les photos on a des masques, les photos des festivals. Peut-être revenir dessus parce qu'on est passé très vite alors que c'est vraiment quelque chose de très marquant. Voilà, les festivals. Ça, il faut savoir que c'est en bois et les hommes portent en fait hein, ces masques de bois lorsqu'ils dansent. Voilà, alors ce sont des masques qui parfois peuvent être très anciens. Ces masques peuvent être en bois ou en papier mâché. Il y a les deux. Et bien sûr, tous ces masques représentent des divinités. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, ce masque rouge, c'est une divinité qu'on appelle Sinje, donc, qui est une danse, s'appelle Sinje Cham. Et donc, vous avez un masque bleu, un masque rouge comme ça. Et là aussi, les moines portent ce masque au début du festival. C'est aussi une danse de purification. Donc, vous avez comme ça des masques qui représentent des divinités terribles. Toutes les divinités, voilà, des divinités terribles, vous voyez, des divinités du panthéon bouddhique. Et puis, vous aurez d'autres masques plus aimables, on va dire, plus souriants, qui représentent, par exemple, certains saints du bouddhisme, comme Guru Rinpoche, comme Milarepa, hein, le grand yogi tibétain, qui sont là des personnages plus souriants. Et donc, les moines vont revêtir ces masques. Alors là, quand on raconte la vie de ces grands saints, et au cours de ces leçons de catéchisme, comme je l'ai évoqué. Je poursuis peut-être sur quelques questions. Alors, on se laisse encore à peu près 15 minutes. Hein. J'essaye de prendre un peu les questions que vous nous avez posées. Il y en a une, alors ça risque d'être un peu décousu, mais après tout, c'est aussi le jeu. Sur la question de l'altitude, on a évoqué Paro à 2200 mètres environ, on passe d'école à 3000, 3005, parfois 4000 d'ailleurs. C'est quoi l'altitude au Bhoutan? Est-ce que c'est un souci pour nos voyageurs? Alors, il n'y a vraiment aucun problème. Pour les gens qui font un voyage de découverte culturelle, ça ne pose aucun problème parce qu'on reste en général autour de 2000 mètres et on passe d'école à 3000, mais on ne s'arrête pas. Donc on redescend de l'autre côté
Et donc, on dort entre, on va dire, 1350 latitude de Punakha et 2600 latitude de Bumtang. Donc, il n'y a vraiment aucun problème d'altitude. Voilà, donc pas d'inquiétude. Bien sûr, comme j'ai évoqué tout à l'heure, au sud du Bhoutan, on est à 400 mètres, au nord, on est à 7000 mètres. Mais ce n'est pas les régions où on va, sauf certains voyages qui ne vont pas à 7000 mètres. Mais par exemple, si certains choisissent d'aller au Bhoutan pour faire du trekking, par exemple, alors à ce moment-là, il y a des trekkings très faciles de quelques jours, où on monte à 3000, 3005 maximum. Et puis, vous avez des trekkings plus engagés, comme le célèbre Snowman Trekking, hein, où on va au cœur de Lunana, qui est un trekking très long, qui dure plus de 3 semaines, où là, on passe des cols à plus de 5000 mètres. Et là, c'est une autre aventure, c'est pour vraiment ceux qui veulent faire du trekking et qui veulent marcher. Oui, il faut rappeler que l'altitude n'est un problème que dès lors qu'on dort environ à 3500 mètres, ce qui n'est absolument pas le cas. Et, voilà, et par ailleurs, au Bhoutan, à 4000 mètres, à 4500 mètres, il n'y a pas de neige. Hein. C'est véritablement à l'inverse de chez nous. Il faut savoir que le Bhoutan est à la latitude du Maroc, donc on est beaucoup plus au sud et les températures sont bien meilleures. Il y a eu des questions sur la meilleure saison pour y aller. Donc, Gauthier a répondu un petit peu par écrit. Donc, c'est effectivement plutôt le printemps et l'automne qui sont les meilleures saisons, les saisons les plus claires. Mais en journée, il va faire 20 degrés. Alors, c'est sûr qu'au mois de novembre ou décembre, là, la nuit, en revanche, va être très fraîche. Il peut y avoir quelques gelées hein, dans la nuit. Mais la journée, il fait bon. Il y a des grandes amplitudes. Mais pour en tout cas ces périodes, il n'y a aucun problème et l'altitude n'est jamais un souci pour les voyages découvertes. Non, pas de problème lié à l'altitude. Et après, je voudrais juste ajouter, effectivement, l'automne et le printemps sont vraiment les meilleures saisons. Maintenant, pour ceux qui veulent voyager en groupe privé, faire du voyage sur mesure, on peut imaginer l'été. Alors oui, il risque de pleuvoir beaucoup parce que c'est la mousson. Mais en revanche, pour ceux qui s'intéressent davantage au bouddhisme, au monastère, au temple, alors on peut y aller en été, là on peut voir beaucoup de choses. Ou on peut aussi aller en hiver, où là le temps est en général très beau. On peut avoir de la neige plutôt vers fin février, fin janvier, début février. Mais par exemple, en décembre, début janvier, on peut avoir un grand ciel bleu avec beaucoup de soleil. Donc c'est aussi une possibilité. Alors je vais peut-être profiter pour une petite surprise parce que donc le Bhoutan, on y va très souvent, on a beaucoup d'amis là-bas. Je vais vous montrer ce que j'ai dans mon bureau, c'est rare. Et tu nous diras un peu plus ce que c'est, Robert. Ce que j'ai là, une épée originale, hein, elle est lourde, une épée de Dachau. C'est l'équivalent d'un sœur en Angleterre, c'est ça? Oui, alors, Muriel, attention déjà de ne pas te couper les doigts. Ça sera un. Voilà, c'est effectivement une épée de Dachau. Alors, à l'époque, hein, au cours des siècles, ces épées servaient à se battre. Bien sûr, pour faire la guerre aux Tibétains, comme j'ai dit, puis aux Anglais, etc., au cours du XIXe siècle. Mais en réalité, cette épée, qui est effectivement une épée aujourd'hui de Dachau, c'est une sorte de signe distinctif que des hauts fonctionnaires portent au côté. Pour ceux qui sont allés au Bhoutan, qui ont eu les chances d'aller au Bhoutan, ils savent que tous les hommes et les femmes, dans certaines circonstances, doivent porter leur costume national, leur costume traditionnel. Et en plus, pour les hommes, pour rentrer dans les dzongs et dans certains lieux particuliers, les ministères, vous devez avoir une grande écharpe qui, pour tout le commun des mortels, comme vous et moi, sera blanche. Mais en réalité, certains, donc Dachau, qui est un titre qui correspond à sœur en anglais, comme Muriel l'a dit, eh bien, ces gens-là, en plus d'une écharpe qui est rouge bordeaux, portent au côté une épée qui est le signe distinctif de leur fonction. Peut-être un mot sur la question du prix au Bhoutan, parce que il y a un visa, c'est l'équivalent d'un visa quotidien qui est effectivement à un prix élevé, hein, de l'ordre de $100, $250 jour. Ce qui est important, et ça fait partie du BNB, c'est qu'après tout, avec l'instauration de ce visa, cela permet de laisser véritablement des devises dans le pays. Les Bhoutanais savent que quand un voyageur vient dans son pays, il paye ce visa, alors qui comprend un certain nombre de prestations. Hein, c'est pour ça que dans notre prix, évidemment, tout est dans le visa, plus l'ensemble de prestations de voyage. Mais les Bhoutanais ont un rapport assez équilibré finalement avec les voyageurs parce qu'ils savent qu'ils laissent de la devise sur le territoire et ce n'est pas du voyage hors sol. Oui, bien sûr. Alors, deux remarques très importantes sur ce que tu dis là. Tout d'abord, ces 250 dollars, effectivement, dont on parle, attention, ce n'est pas le prix du visa, c'est le prix d'un forfait quotidien qui comprend tout. C'est-à-dire, ça inclut votre visa, mais ça inclut le prix des hôtels, des restaurants, des transports.
dans ce forfait de 250 $, vous avez vos hôtels, vos restaurants, vous avez une voiture et un chauffeur, vous avez un guide, tout est compris. Donc, lorsque vous arrivez au Bhoutan, vous n'avez plus rien à dépenser, si ce n'est, par exemple, un double whisky le soir. Chacun a ses petites faiblesses. Un excellent K5. Première chose. Et deuxième chose que je voudrais ajouter, effectivement, comme tu l'as dit, cet argent est bien utilisé au Bhoutan. Imaginez que dans ce pays, donc dans le prix que vous payez, les 250 $, 30% vont directement dans les caisses du gouvernement, d'accord? Et imaginez qu'au Bhoutan, la santé et l'éducation sont totalement gratuites. Donc l'éducation est gratuite, la santé est gratuite, même pour vous qui êtes étranger. Si demain, malheureusement, vous vous cassez la jambe ou si juste vous avez un petit problème, vous tombez et vous égratignez, vous allez à l'hôpital, vous avez une consultation de médecin, vous êtes soigné, vous avez des médicaments à la sortie, c'est gratuit, ça ne vous coûte pas un centime. Donc ne jamais oublier que notamment l'argent des touristes sert à une santé et une éducation gratuite au Bhoutan. Alors, c'est justement un point important parce que vous êtes derrière vos écrans et vous vous dites, bon, quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce que le pays rouvre? Eh bien, grâce aussi à cette gestion assez structurée, hein, il faut le dire, au Bhoutan, pour un pays pourtant encore très pauvre, 100% des Bhoutanais seront vaccinés d'ici le mois de juin, au moins sur une première injection, essentiellement l'AstraZeneca, puis une seconde injection dans les 9 à 12 semaines. C'est-à-dire que le pays se prépare très activement. Les informations que l'on a sont très rassurantes, très réconfortantes, à la fois pour une population protégée. Dès lors qu'on rouvre les frontières, il faut que cette population assez pauvre puisse accueillir sereinement les voyageurs, mais aussi pour nous, pour pouvoir voyager à nouveau. 100% de la population vaccinée, première injection, oui, d'ici le mois de juin. Absolument. Si je peux me permettre d'ajouter juste, depuis le début de la pandémie, donc février-mars 2020, les Bhoutanais ont eu un mort, un seul. Alors évidemment, c'est une petite population, 1 million d'habitants, mais quand même un seul mort. Et comme tu l'as dit, tout le monde aura reçu au moins une première injection, toute la population, dès le mois de juin. Alors, comme on a des voyageurs attentifs, on me pose notamment la question des escales, puisque à Paro, au Bhoutan, on n'y va pas avec des vols directs. Donc, on passe essentiellement soit par l'Inde, par Delhi, éventuellement par Bangkok. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous aujourd'hui, à savoir si on privilégie des passages plutôt par Bangkok ou par l'Inde. Tout ça, je crois qu'on le saura d'ici 2 ou 3 mois. Malheureusement, pour le moment, l'Inde se porte assez mal, mais on peut espérer l'Inde produisant, sur son territoire, produit de nombreuses doses d'AstraZeneca. C'est d'ailleurs pour ça que l'Inde a offert l'AstraZeneca au Bhoutan. L'Inde produit ses propres vaccins et on espère bien que ce grand pays se portera mieux dans les 2 ou 3 mois qui viennent, nous permettant à nouveau de faire les escales nécessaires à New Delhi, de façon sereine et qu'on puisse ainsi aller plus facilement au Bhoutan. Je regardais, il y a de nombreuses questions, ça va être difficile de répondre à tout. Peut-être sur les voyages à venir, alors vous avez sans doute vu sur notre site. Ah, juste, il y a une question, on ne fait plus escale à Katmandou. Non, on ne fait pas forcément escale à Katmandou. D'abord, ce n'est pas plus simple qu'à Delhi. À Delhi, on a notre prestataire qui vous récupère, vous emmène à l'hôtel, même juste pour 1 ou 2 heures d'attente, se prendre une douche avant de reprendre un avion. Katmandou, c'est un aéroport mythique, mais c'est un tout petit aéroport. C'est très compliqué de rejoindre, même pour quelques heures, un hôtel. Donc, on évite les escales à Katmandou. En tout cas, pour des voyages en groupe, si vous souhaitez partir en sur-mesure, à la fois Népal et Bhoutan, là, c'est tout à fait possible et même recommandé. Sur nos voyages, toi, Robert, donc tu as 2 voyages cet automne. Un que tu as créé, qui est tout nouveau sur tradition et modernité, justement, qui permet de voir aussi toute la création qu'on a aujourd'hui, les couturiers, les réalisateurs, les artistes, hein, parce qu'il y a une riche vie artistique et culturelle au Bhoutan, avec beaucoup de modernité. Ça, je te laisse effectivement, ce nouveau voyage que j'ai créé là, cette année, qui s'appelle Entre tradition et modernité, est un voyage passionnant parce qu'on voit effectivement tout ce qui fait la richesse du Bhoutan au niveau culturel, c'est-à-dire ses dzongs, ses monastères, ses temples, ses tissages, son environnement, ses paysages. Et c'est ce qu'on connaît, ce qu'on a toujours vu au sujet du Bhoutan ces 50 dernières années à travers les films et les photos, un Bhoutan culturel traditionnel. Mais imaginez-vous que le Bhoutan est aussi un pays moderne. Et donc, vous avez à la fois des producteurs de cinéma, vous avez des directeurs de films, vous avez des acteurs bhoutanais,
vous avez réellement une création aujourd'hui de films bhoutanais. Donc, c'est tout à fait passionnant. Et puis, vous avez notamment dans le domaine de la mode, vous avez des créateurs, des designers bhoutanais qui créent, comme on le voit sur cette charmante jeune fille, eh bien, de nouvelles lignes de vêtements, des vestes, etc., des manteaux, avec des textiles bhoutanais, comme on le voit voilà, sur ce jeune garçon qui est d'ailleurs un acteur, Sonam Norbu, qui est un acteur assez célèbre au Bhoutan. Eh bien, vous voyez, il a une veste qui est faite avec un yatra, qui est donc un textile traditionnel bhoutanais, mais qui a été réutilisé par des designers, par des créateurs de mode de bhoutanais, qui, voilà, ou encore cette jeune fille, vous voyez, dans le dos de sa veste en jean, elle a encore des pièces de yatra qui décorent un petit peu son vêtement. Donc voilà, le Bhoutan est aussi un pays moderne, et finalement, c'est ce qu'on essaye de montrer, parallèlement au côté traditionnel, cet aspect aussi moderne dans Bhoutan, entre tradition et modernité. Puis sinon, il y a ton classique qui était un millésime et qu'on reconduit chaque année parce qu'il est, voilà, tu es très sollicité. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que bon, on a d'autres guides, Snafuk, certains connaissent aussi, qui est également guide, parfois Christian Juny, l'un des cofondateurs de Tirawa, qui guide aussi un petit peu au Bhoutan. Avec toi, sur ton voyage tradition du Bhoutan, tu nous emmènes aussi souvent le soir, tu fais des petites conférences, tu as l'occasion d'inviter un chef de la police, un lama, différentes personnalités qu'on rencontre le soir qui nous permettent aussi d'échanger avec les gens du pays, de comprendre comment est-ce qu'ils vivent. Voilà. Et toutes puis, ces rencontres que j'essaie d'organiser, finalement, au fil des soirées, sont faites pour effectivement permettre à nos groupes de découvrir et de plus en profondeur le Bhoutan à travers des personnalités diverses, des moines, des policiers, des artistes, etc. Et puis très souvent, notre amie aussi, Françoise Pomaret, grande tibétologue, citoyenne du Bhoutan et consul honoraire, je crois, maintenant de France au Bhoutan. Qui est aussi une personnalité qu'on aime beaucoup, avec qui on échange très, très régulièrement, qui nous donne beaucoup de nouvelles aussi du Bhoutan. On a généralement l'occasion de voir à l'occasion d'une soirée lors d'un itinéraire. Peut-être on va bientôt clore cette première séance. En tout cas, vous êtes toujours aussi nombreux. On est absolument ravis. Oui. Alors, si tu permets, je voudrais juste te dire merci pour toutes les petits émoticônes avec les petits cœurs qui montent. Là, j'adore. Peut-être simplement pour clore aussi, pour parler de nos amis bhoutanais, de nos guides francophones, parfois anglophones, vraiment des équipes sur place, les chauffeurs, parfois les porteurs aussi. Sachez qu'ils vont bien. Au Bhoutan, ils vont bien. On les a quasi quotidiennement au téléphone ou sur Messenger, sur WhatsApp. Il se trouve que au Bhoutan, il y a aussi des aides de l'État. Ça fait partie des rares pays pauvres de cette planète, mais pour lequel l'État a apporté une aide aux acteurs du tourisme. Et donc, les nouvelles sont extrêmement rassurantes. Encore une fois, c'est un pays qui est structuré, avec une réelle confiance dans la gouvernance du pays, d'abord dans son roi, mais aussi dans son gouvernement. C'est un pays stable. Et donc, tous nos amis bhoutanais se portent bien et on en est absolument ravis. Et ils ont profité notamment de leur temps non travaillé. Robert, tu confirmeras, ils ont entretenu des sentiers, ils sont allés rénover aussi un peu les sites touristiques, ils ont eu du temps, ils se sont consacrés aussi à ça. Donc, oui, tout à fait. D'abord, il faut savoir qu'au Bhoutan, souvent les gens, tout au moins en couple, n'ont pas qu'un seul métier. Les Bhoutanais aiment bien avoir 2-3 petits métiers. Donc, celui qui ne peut plus travailler comme guide actuellement va par exemple, travailler comme chauffeur de taxi. Et puis sa femme a une petite boutique, etc. Donc, ils ont toujours comme ça 2-3 petits métiers qui leur permettent de s'en sortir. Tu l'as souligné, il y a eu des aides du gouvernement bhoutanais. Et puis, effectivement, comme tu le disais également, beaucoup de guides ont profité de leur temps pour aller rénover des sentiers de trekking. Par exemple, le sentier qui monte à Taksang, que vous voyez au début de notre rencontre, le sentier Taksang ou d'autres chemins de montagne comme ça qui sont entretenus par ces guides actuellement et qui permettront comme ça de renouer avec les balades dans ce pays tout prochainement et dans de très bonnes conditions. Écoutez, on arrive au terme, on va respecter nos horaires. Simplement, la prochaine vidéoconférence aura lieu le mercredi 16 juin à 18h30. Vous en serez informés évidemment et elle sera consacrée au Népal, qui est aussi notre deuxième pays coup de cœur. Et c'est Christian Juny qui sera notre invité ce soir-là. Merci à tous, merci à l'équipe de Tirawa, merci à Mylène, à Gauthier en régie qui ont essayé de répondre un petit peu au fur et à mesure.
On est ouvert, on répond au téléphone, on vous reçoit tous les matins du lundi au vendredi. N'hésitez pas aussi à nous mettre un mail si vous le souhaitez, on répond, on est vraiment à vos dispositions. Là, on est obligé d'utiliser la vidéoconférence, mais nous, ce qu'on aime, c'est aller sur le terrain, échanger avec vous, partir en voyage, revoir tout le monde. Ça nous manque, mais on est là, on est tous là, tous présents. J'en profite pour dire que toute l'équipe de Tirawa se porte bien. Voilà, ça c'est aussi important. Voilà, donc n'hésitez pas, appelez-nous, venez nous voir, on sera ravis de vous accueillir et de vous renseigner. Donc, rendez-vous le 16 juin pour ceux qui voudront nous suivre sur le Népal et puis peut-être pour d'autres vidéoconférences ensuite qui reprendront au mois de septembre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci à tous. Ça sera disponible en replay dans pas très longtemps sur notre blog. Passez une très, très bonne soirée. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Bye bye. Merci.